Donc, bonjour à tous. Je suis, comme l'a dit Raphaël, chercheur au CNRS, au laboratoire de l'accélérateur linéaire à Orsay, donc pas très loin d'ici. Et je vais vous parler de quelque chose que j'espère pourra arriver à vous tous un jour dans votre carrière, qu'elle soit dans le privé ou dans le public, d'avoir la chance d'arriver à un moment où vous dites ça va changer la vie dans le futur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en très bref? Donc le 11 février dernier, vous avez dû en entendre parler un peu dans la presse, les collaborations LIGO et Virgo ont annoncé la découverte de la coalescence de deux trous noirs, qui respectivement de 29 et 36 masses solaires, qui ont formé au final un trou noir de 62 masses solaires, et ça a été fait on a pu le détecter via l'émission d'ondes gravitationnelles. C'est quelque chose qui a été publié dans Physical Review Letter, donc par 1009 auteurs, qui rassemblent deux collaborations, LIGO et Virgo. Donc vous avez les chiffres ici. Donc ça, c'est la forme d'onde et l'événement qu'on a vu, c'est-à-dire que vous avez deux objets qui ont tourné l'un autour de l'autre, qui ont perdu de l'énergie sous forme d'onde gravitationnelle, se sont rapprochés au fur et à mesure pour finir faire un trou noir. Je vais essayer de vous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc à la fois, c'est, excusez-moi, ce que sont les ondes gravitationnelles, rapidement, comment on a réussi à les détecter et qu'est-ce qu'on a réellement vu et les conséquences sur cette détection. Alors, je ne vais pas vous rappeler quand même vos cours de physique fondamentale, notamment de gravitation. Donc la première théorie de gravitation correcte qu'on a eue, c'est celle de Newton, qui parlait donc de force et d'action à distance, sauf qu'on était incapable d'expliquer l'origine de la gravitation. L'effet était instantané et tout était, temps et distance étaient absolus. En 1915, on a eu Einstein, qui a complètement changé le paradigme. C'est qu'on n'avait plus une force, mais une déformation. Donc en fait, on est passé d'une théorie physique d'échange de force à une théorie géométrique. Donc vous avez un objet, il est massif, il va vous déformer l'espace-temps, ce qui va vous dire comment, à ce moment-là, toute particule va se déplacer au niveau de cet espace-temps, et tout objet massif le déforme. C'est ce que vous donne en fait l'équation fondamentale de la relativité générale d'Einstein en 1915. C'est la seule équation de tout le talk, je vous rassure, mais c'est la pire. Elle vous dit comment la masse va déformer l'espace-temps et vous dit aussi comment, une fois que vous avez l'espace-temps, comment vos masses se déplacent. Donc l'ensemble des objets vont être en chute libre et on n'a plus de référentiel absolu. Donc on a totalement changé la donne. Et donc il s'avère que, en fait, c'est une théorie qui fonctionne plutôt bien, dans le sens que dès 1919, elle a pu être testée par Eddington en regardant en fait une déviation de la lumière pendant une éclipse totale. Ça a permis d'expliquer un problème qui existait, enfin qu'on avait pu observer depuis très longtemps, qui était la précession de Mercure, qu'on était incapable d'expliquer avec Newton. Il manquait des choses et on n'y arrivait pas. Si votre GPS fonctionne aujourd'hui avec une résolution de l'ordre du mètre, voire mieux, c'est grâce à la relativité générale. Vous êtes obligé de tenir compte du fait que vous êtes dans un potentiel terrestre pour les satellites et que ça va légèrement déformer vos signaux. Donc, pour avoir une bonne localisation, vous avez besoin de la relativité générale. Ça a permis également d'expliquer les trous noirs, qui étaient juste un objet théorique. On a aussi, au niveau de l'expansion de l'univers, la constante cosmologique que vous avez entendue. Donc la relativité générale est quelque chose qui est bien connu, mais il y a quelque chose en plus, c'est que quand vous avez des masses qui vont être en mouvement, vous allez en fait créer une variation, je vous dis, vous déformez l'espace-temps, donc vous allez être en mouvement, vous allez avoir une déformation la variation de la déformation va se propager, et c'est ça qu'on appelle une onde gravitationnelle. Donc là, ici, vous avez l'exemple de deux trous noirs qui se rapprochent les uns par les autres, et vous voyez que de plus en plus, on va déformer l'espace-temps jusqu'à ce que les deux objets fusionnent, et vous avez le trou noir qui va se désexciter sous l'émission d'ondes gravitationnelles. C'est d'ailleurs la seule chose que peut faire un trou noir pour se désexciter, c'est d'émettre des ondes gravitationnelles. Alors, je vais juste vous parler rapidement un peu des débuts théoriques, puisque, comme l'a dit Raphaël, on fête cette année les 100 ans de la première prédiction théorique des ondes gravitationnelles par Albert Einstein. Bon, ça s'est fait un peu dans la douleur, soyons clairs, puisqu'il a d'abord dit « elles existent ». En 1936, il a dit « non, elles n'existent plus ». Il a envoyé un papier, ce papier-là en 1936 à Physical Review, qui lui a été refusé. Ça doit être, je pense, l'une des premières fois que Einstein avait un papier refusé, donc c'est Robertson qui était le référé anonyme, et c'est le fameux Robertson-Walker de la métrique des trous noirs, pour ceux qui connaissent. Et donc,
La réponse d'Einstein a été assez cinglante, qu'il a dit qu'il ne voyait aucune raison de répondre aux commentaires de toute façon faux du référé, donc a refusé de publier dans Physical Review ce papier. Il a fini par comprendre ce que voulait dire Robertson. Il avait fait une erreur dans un changement de métrique, dans un changement de coordonnées, excusez-moi, pour calculer sa métrique, qui est une erreur qui était un peu, je vais dire, standard à cette époque-là. C'était des objets mathématiques compliqués. Il finit par dire oui, elles existent et resoumet son article dans une autre revue. C'est dommage, mais bon. Alors, si je veux continuer un tout petit peu l'histoire, vous avez ici la partie, on va dire, un peu plus théorique pour la gravitation et les ondes gravitationnelles, et ici la partie expérimentale. Juste pour vous expliquer, c'est quelque chose qui a... C'est une prédiction de 100 ans, et c'est un défi technologique, ça fait 50 ans qu'on court après. Et donc, c'est un peu ça que je veux vous montrer ici, c'est que, en fait, en 1952, on a eu la vérification mathématique que les ondes gravitationnelles existent, par Madame Choquet-Bruat, donc mathématicienne française. En 1957, les gens se sont dit, oui, on peut les détecter. C'est en fait pendant une conférence à Chapel Hill, où il y avait donc Pirami, Bondi et Feynman, oula, il y a un petit problème là, qui ont pu montrer qu'on pouvait les détecter, et c'est tout de suite, les gens ont eu des idées pour essayer de les détecter, donc notamment Joe Weber, qui essayait juste de prendre une grosse barre de métal et d'essayer de mesurer des choses au niveau de cette barre. Je vais revenir là-dessus après. On continue, donc en 1963, on a le fait que les trous noirs doivent être en rotation, c'est la solution dite de Kerr. On continue en parallèle, donc avec des premières idées d'interféromètres, je vais revenir aussi là-dessus, pour les détecter. Avec quels sont les bruits qui vont limiter ce genre d'instrument, on va revenir. Les premiers protos dans les années 80, et la création des deux grandes expériences LIGO et Virgo en 90. En même temps, au niveau théorique, on a eu aussi des percées, donc on a commencé à pouvoir avoir les formes d'ondes auxquelles on pouvait s'attendre dans les détecteurs dès le début des années 90, jusqu'aux années 2006, où là, donc là c'est juste des calculs analytiques de relativité, et jusqu'à ce que, vers le milieu des années 2000, on ait des ordinateurs capables et des technologies capables de faire les simulations numériques complètes. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est très très récent. Donc on a des formes d'ondes à la fois analytiques et numériques, où on a été capable de résoudre l'équation de la relativité générale qui n'est pas solvable facilement. Et donc, en parallèle, en termes expérimental, en fait, on a eu les premières prises de données de ces instruments, donc 10 ans après leur création, un accord qui est apparu entre les deux expériences en 2007 pour faire une analyse commune de nos données et de devenir, entre guillemets, une collaboration mondiale. Et depuis quelques années, on construit la nouvelle génération d'instruments. Alors, je reviens maintenant un tout petit peu sur les ondes gravitationnelles. La première chose qu'on pourrait se poser comme question, c'est est-ce qu'on peut les produire en laboratoire et faire des expériences faciles en laboratoire pour essayer de les détecter? Alors, si on essaie de calculer la puissance émise par au niveau d'une onde gravitationnelle, qu'est-ce qu'il faut? En fait, il vous faut au minimum des moments quadrupolaires, donc c'est-à-dire des mouvements qui ne vont pas être dipolaires ou monopolaires, mais vous avez au moins besoin de deux objets qui tournent l'un autour de l'autre. Alors, donc, vous allez voir qu'en fait, on a un facteur G sur C5 qui est de l'ordre de 10-53, qui est assez pénalisant si vous voulez faire quelque chose sur Terre. Deux exemples. Si vous prenez un barreau d'acier que vous faites le tourner de 500 tonnes, que vous le faites tourner le plus rapidement possible sur Terre, la puissance que vous allez émettre est très faible et la déformation de la métrique, que je vais appeler H, c'est donc la déformation sur la longueur typique de 1 mètre ici, est de l'ordre de 10-34, c'est faible. Maintenant, si je prends une bombe H, que je me mets suffisamment loin pour que je n'ai pas de problème quand même pour la vie du physicien, et d'essayer de mesurer ça, vous voyez, on est sur des choses très très faibles. Donc, on va dire sur Terre, pas possible. Alors, l'idée qu'a eu Joe Weber dès 1974, c'est de dire, bon, G sur C5, c'est un problème, autant essayer d'inverser le problème et passer à C5 sur G. Comment on fait? Donc, il a réécrit la puissance émise sous cette forme-là, en parlant d'asymétrie, de rayon de la source, de masse de la source et de vitesse caractéristique. Et il a introduit deux choses, c'est-à-dire la vitesse de la lumière et le rayon de Schwarzschild, qui est le rayon d'un trou noir de même masse que l'objet que vous avez. Et voilà comment vous pouvez réécrire la puissance. Donc là, on a du C5 sur G. Donc là, on passe de 10-53 à 10-53. Donc ça, c'est gagné. Sauf qu'il y a deux choses derrière. C'est que vous avez besoin d'avoir des objets qui sont très proches des trous noirs, l'astre le plus compact possible, la plus grande asymétrie possible, et que l'ensemble du système aille très vite. En fait, on a deux types théoriques d'objets qu'on pouvait penser.
c'était des étoiles à neutrons et des trous noirs, et la manière de les former. Donc en fait, si je reprends mon fameux delta L sur L, et que je regarde une supernova dans notre galaxie, le H que je vais former, c'est 10-21. Donc le delta L sur L, la déformation de la métrique, va être très faible. Deux étoiles à neutrons, pas trop loin de chez nous, c'est 10-20. Donc voilà l'ordre de grandeur qu'on va avoir. Alors après, je vous ai dit, donc, on va parler d'étoiles à neutrons et de trous noirs. Selon ce que vous allez vouloir faire, selon le type d'objet, vous n'allez pas regarder exactement la même chose. Alors, vous avez, sur Terre, on va pouvoir voir des étoiles à neutrons, des supernovas, et des coalescences de ce genre d'objets. Plus vous allez vouloir regarder des objets massifs, plus il va falloir que vous ayez des instruments importants. C'est-à-dire que si vous voulez regarder les trous noirs, par exemple celui qui est au centre de notre galaxie, la seule solution c'est de passer dans l'espace, il vous faut un bras d'1 million de kilomètres. Donc, et plus vous voulez aller loin, en fait jusqu'au CMB, puisque vous avez dû entendre parler aussi l'année dernière de BICEP qui avait dit avoir détecté les ondes gravitationnelles pour la première fois venant de l'inflation en regardant les données du fond diffus cosmologique. Donc vous voyez, selon ce que vous voulez faire, le type d'objet que vous voulez regarder, vous n'allez pas utiliser le même type d'instrument. Moi je vais me concentrer uniquement sur cet aspect-là pour le reste de la présentation. Alors, juste aussi pour revenir, donc tout ça c'était totalement théorique, la question c'est est-ce qu'elles existent réellement, et on a eu une première preuve expérimentale dès les années 70 avec l'observation de ce qu'on appelle un pulsar binaire, c'est-à-dire c'est une étoile à neutrons en rotation rapide qui est avec un autre objet, et on peut reconstruire en permanence toute la géométrie du système. Et en l'étudiant, on a regardé comment l'un des paramètres de l'orbite se modifiait, parce qu'on se disait, de toute façon, ce système va perdre de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc ils ont mesuré pendant plus de 30 ans cette variation. Et ce que vous avez ici, c'est l'estimation de la perte d'énergie, et donc de la modification de ce paramètre, si vous tenez compte de l'émission d'ondes gravitationnelles. Ça a valu à M. Hulse et Taylor un prix Nobel en 1993 sur cet aspect-là, puisque la prédiction colle parfaitement aux mesures. Il n'y a pas les barres d'erreur sur les mesures parce qu'elles sont plus petites que le point qui permet de les voir. Donc ça, c'était déjà une première preuve. On se disait, voilà, dès la fin des années 80, on sait où on va, ça doit exister, on va essayer de créer l'instrument pour ça. Donc, maintenant, comment on va essayer de les détecter directement? Pour moi, ça, c'est une détection indirect. Vous avez un modèle derrière, ça n'a jamais fait clic dans un détecteur. Donc là, c'est ce que nous, on a essayé de faire. Donc on revient là-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais essayer de regarder? En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'essayer de mesurer l'espace-temps. Donc, je vais essayer de mesurer des H, donc des delta L sur L très très faibles. Mon autre petit problème, c'est que les ondes gravitationnelles ont une très très faible interaction avec la matière. C'est-à-dire que ça va même traverser une étoile à neutrons, etc., sans être déformé. Donc ça va être dur de l'arrêter dans un détecteur. Bon. Par contre, ça veut dire aussi que j'ai accès aux zones les plus denses de l'univers. Ça va l'un avec l'autre et c'est quand même pas si mal. Mais si on regarde maintenant imaginons que vous ayez un cercle de ce qu'on appelle de masse en chute libre, c'est-à-dire de points qui soient capables de vous dire comment votre métrique se déforme, et que j'ai une onde gravitationnelle qui va arriver comme ça dans le plan ici de la présentation. Vous allez en fait, qu'est-ce qui va se passer quand l'onde gravitationnelle va passer sur votre cercle? Vous allez déformer l'espace, vous allez contracter l'espace dans une direction et dilater en même temps dans l'autre direction. Et après vous avez la même chose à 90 degrés. Donc en fait, les gens ont eu l'idée, mais ça, c'est exactement ce que permet de faire un interféromètre. Donc un interféromètre, vous avez un laser qui va circuler, et quand vous avez une onde gravitationnelle qui va passer, elle va déformer l'espace et vous allez changer la frange d'interférence. Donc, si on regarde ici, là, si j'ai une différence d'une demi-longueur d'onde de mon laser entre les deux, je vais avoir une frange noire, et quand je vais me décaler de lambda sur 2 de mon laser, du fait de l'onde gravitationnelle, je vais avoir un changement de ma figure d'interférence. Donc, l'interféromètre de Michelson, c'est quelque chose qui est parfait pour faire ça. Le petit problème, c'est que j'ai une frange d'interférence, je vais me régler sur la frange noire, et quand je vais avoir une onde gravitationnelle qui va passer, je vais avoir un peu de lumière. Bon, et l'autre chose qui est bien, c'est que ma quantité de lumière, là, va être proportionnelle directement à la déformation de l'espace-temps, donc à l'amplitude de l'onde gravitationnelle. Donc je suis capable de reconstruire l'onde gravitationnelle. Le petit problème, c'est que delta L sur L 10-21, ça veut dire mesurer la distance Terre-Soleil à un atome près. Voilà le défi technologique auquel on fait face. Ça a pris du temps, mais voilà l'instrument au final qui a permis de détecter pour la première fois des ondes gravitationnelles. C'est un instrument où votre interféromètre, il fait 4 km sur 4 km.
Vous ne pouvez pas le faire sur une table, ou alors sinon, bonne chance. Il vous faut une belle table. Un laser stable de 20 watts. Et en fait, 4 km, ce n'est pas assez. Puisqu'en fait, la sensibilité de mon instrument est inversement proportionnelle à la longueur de mon trajet optique et la puissance initiale. Donc les gens ont dit 4 km sur 4 km, c'est à peu près le maximum de ce que vous pouvez acheter sur Terre facilement sans que ça pose de problème. Donc on s'est dit, ce n'est pas 4 km qu'il faut, c'est des centaines de kilomètres. Utilisons un autre objet optique qui est parfait pour ça, les cavités Fabry-Perot. Cavité Fabry-Perot, c'est que vous allez rentrer dedans, vous allez faire un certain nombre d'allers-retours, la lumière va faire un certain nombre d'allers-retours avant de ressortir. Donc là, avec les cavités qu'on a, on a à peu près 300 km, on va faire à peu près 300 km avant de ressortir en moyenne. C'est pas assez encore. Donc je me mets sur la frange noire, j'ai toute la lumière qui repart vers mon laser. On s'est dit, on va rajouter un nouveau miroir pour renvoyer à nouveau dans l'ensemble de l'instrument, et on y va gaiement. Et donc au final, on arrive, grâce à tout ça, donc j'ai 100 kW quand même de puissance lumineuse qui vont se balader dans les cavités Fabry-Perot, pour 20 watts en entrée. Donc je vous laisse imaginer le gain de recyclage qu'il y a à l'intérieur, c'est phénoménal. Et ça veut dire que ça va avoir des contraintes sur les optiques. Alors, j'arrive, grâce à ça, à quelque chose de l'ordre de delta L sur L, mesuré ici en sortie, de 10-23. Alors, il n'y a pas un instrument, il y en a plusieurs. Donc, on a les deux LIGO qui sont aux États-Unis, un qui est juste à côté de Baton Rouge en Louisiane et un qui est à côté de Seattle dans l'État de Washington. En Europe, on a l'instrument Virgo sur lequel je travaille, qui est situé à Pise en Italie. Vous avez un petit proto de 600 mètres. Vous voyez, nous, les protos, c'est 600 mètres déjà. Donc, en Allemagne, à côté de Hanovre, il y a deux autres projets en cours. Donc, il y a Kagra, qui est un instrument souterrain au Japon. Et il y a ce qu'on a appris la semaine dernière. L'Inde accepte de construire un instrument fourni par LIGO, qui sera installé aux alentours de 2020-2021. Donc ça, c'est ce qu'on aura bientôt, enfin ce qu'on a déjà et ce qu'on aura bientôt. Alors, juste quelques photos un peu plus des sites pour vous voyez. Donc là, il nous faut au minimum un drone pour réussir à faire nos photos. Là, vous avez le bâtiment central dans lequel vous avez, je reviens, tous ces miroirs-là ici, toute cette partie-là, en fait, est dans ce bâtiment-là. Et vous avez les miroirs de bout de bras qui sont ici. Donc à 3 km, ça c'est Virgo, ça c'est Hanford et ça c'est Livingstone. Alors juste pour vous donner aussi une idée, en termes de temps de vol, puisque l'onde gravitationnelle va se propager à la vitesse c, on a à peu près 10 millisecondes d'écart au maximum entre ces deux instruments, quand on a de l'ordre de 25 millisecondes à peu près entre ceux-là. Alors, maintenant, quels sont les défis technologiques autres à laquelle on doit faire face? La première chose, c'est que je veux que mon système soit en chute libre. Donc il faut que je trouve un système pour m'isoler de toute perturbation extérieure, puisque la chute libre, c'est ça que ça veut dire, c'est que vous ne subissez pas des forces externes. Donc on va devoir mettre en place un système d'isolation sismique, ce qui va faire notre limite à basse fréquence. On a besoin de lasers de haute puissance. Donc là, je vous ai dit 20 watts, on va bientôt monter à 200 watts, stable en puissance et en fréquence. Quand je dis en fréquence, le laser qu'on utilise, c'est un micron. Ça veut dire que la fréquence de votre laser, c'est 10 puissance 14 Hz. Et ce qu'on essaie, nous, on le stabilise au Hertz. Voilà, c'est ça que j'appelle être stable en fréquence. Et ce, 24 heures sur 24. La qualité des optiques va être phénoménale. Je vous ai dit, j'ai 100 kW dans mes cavités optiques. Ça veut dire que le moindre défaut, la moindre impureté dans votre miroir, vous allez absorber de la chaleur et vous allez commencer à chauffer le substrat. Ce que vous ne voulez absolument pas. Donc, il y a énormément de travail sur la qualité des optiques qui est fait. Les réflectivités des miroirs sont phénoménales. On a des rayons de courbure de plusieurs kilomètres, c'est-à-dire que sur un objet de 30 cm, vous allez creuser votre miroir juste de 1 micron. Vous voulez que les défauts de surface soient le plus petit possible, on va revenir là-dessus. Vous ne pouvez pas laisser votre système sous air, puisque la moindre particule que va rencontrer votre laser va vous poser problème, donc il vous faut mettre tout ça sous vide. Virgo, c'est 7000 m3 de vide. C'est la troisième enceinte à vide la plus grosse au monde, les deux premières étant celles de LIGO, pour 8000 m3 ou 7500 m3. Et ce, à 10-9 millibars, c'est-à-dire un des vides les plus poussés qu'on peut faire sur Terre. Il n'y a que le LHC qui doit être au-delà et pas grand-chose. Mais en termes de volume, on vous bat largement. Et bien entendu, j'ai tout mon système qui va être suspendu, etc. Il faut que je le contrôle. Et ça, on fait des contrôles de l'ordre de 10 kHz, qui est assez lent, mais qui est suffisant quand vous avez des objets qui font 40 kg. Il faut déjà réussir à les bouger toutes les 100 microsecondes. Alors, on revient sur les différents problèmes. Donc le premier, s'isoler du sol, qui a été un des grands problèmes au début, puisque vous avez plusieurs problèmes à résoudre. Vous avez la houle,
qui est visible partout sur Terre. L'activité humaine, manque de bol, on n'a pas pu se mettre dans un désert, sinon ça aurait été plus simple. Et les tremblements de terre que vous voyez à peu près partout. Il faut savoir que tout ce qui est tremblement de terre au-delà de 6 sur l'échelle de Richter, quel que soit l'endroit dans le monde, on va le voir passer. Donc, on est capable, par contre, de mesurer le bruit sismique, d'adapter nos systèmes. Donc, on peut faire un filtrage, par contre. Et alors, le filtrage le plus simple que vous puissiez imaginer, je pense que vous avez tous vu l'oscillateur harmonique, hein, votre ressort ou votre pendule. Et ben, c'est ça qu'on va utiliser. On utilise de la physique simple à ce niveau-là. Sauf que nous, on ne va pas en mettre 1, on va en mettre 7. Parce que quand vous mettez, si je vous rappelle la fonction de réponse de votre oscillateur harmonique, vous êtes plat à basse fréquence, c'est-à-dire que si je bouge mon pendule, le bas va bouger de la même manière. Vous avez le pic de résonance où là, quand vous bougez, votre mouvement va être amplifié. Et si vous êtes au-delà de cette fréquence, vous pouvez bouger le plus vite possible, le bas ne va pas bouger. C'est ça qu'on fait. On pousse le pic de fréquence le plus bas possible de ce qu'on peut imaginer, et pour que nos miroirs en bas ne bougent pas. Ce qui fait qu'au final, avec 7 filtres qui vont se suivre les uns les autres, vous avez ici une photo. Donc vous avez chacun là un filtre avec 1 mètre à peu près entre chacun, un peu plus d'1 mètre entre chacun. Vous allez avoir 7 mètres au total, 1 tonne, et un facteur d'atténuation de l'ordre de 10 puissance 14. Donc si je bouge de 1 mm en haut, je bouge de 10-17 en bas. Mètres. Donc, et ce, à 10 Hz. Ce qui est quand même raisonnable. Je vous ai dit 10-17, on commence à arriver vers les chiffres qu'on cherche. Alors, le miroir, maintenant. Donc, on a un problème, c'est qu'à température ambiante, c'est ce qu'on appelle le mouvement brownien, toute surface va bouger, vous avez une agitation thermique standard. Une des manières de résoudre votre problème, c'est d'avoir l'objet le plus massif possible. Parce que vous allez réduire la surface par rapport au volume. Donc, on a besoin de miroirs qui vont faire plus de 10 kg. C'est de la silice pure. Donc, c'est pas facile à créer. Les réflectivités, ça va être quelque chose de très très important. Nous, on a besoin que nos réflectivités soient déterminées à mieux que 0,01%. Typiquement, pour vous donner une idée, le miroir que vous avez dans votre salle de bain, c'est 1%, pas mieux. Donc, d'un point de vue technologique, il y a un laboratoire au monde qui est capable de les faire, qui travaille pour nous, qui a été créé pour Virgo et qui fait l'ensemble des miroirs pour LIGO et Virgo, qui sont capables de vous déterminer. En fait, on a des pertes de l'ordre de quelques parties par million en termes de réflectivité. On va travailler à 1064 parce que c'est une longueur d'onde qui est très stable, qui est bien connue, c'est une longueur d'onde télécom. Et alors l'autre chose, c'est qu'il nous faut que les surfaces en fait, des défauts de notre miroir soient inférieures au nanomètre. Donc là, typiquement, maintenant pour Advanced LIGO, Advanced Virgo, qui sont la génération actuelle, on est à 0,1 nanomètre de rugosité au niveau des miroirs. L'objet final fait à peu près 35 cm de diamètre. L'épaisseur, c'est jusqu'à 20 cm. Maintenant, on va jusqu'à 40 kg. Et en fait, pour faire la réflectivité dont on a besoin, on va faire des dépôts de couches monoatomiques. On va les croiser les unes derrière les autres, jusqu'à faire 7 microns d'épaisseur. Il faut 48 heures pour faire un miroir, enfin juste faire le dépôt de surface sur un miroir. Alors les autres problèmes possibles qu'on peut avoir, on a tout ce qui est bruit acoustique va nous poser problème, va nous simuler le passage de l'onde gravitationnelle. Ça c'est résolu avec l'enceinte à vide et avec des protections qu'on rajoute. La fluctuation d'indice, je vous en ai parlé. Le bruit du laser, je vous en ai parlé. Tout ce qui va être lumière diffusée, donc toute lumière qui va taper sur l'enceinte à vide, vous devez absolument la piéger. Et vous devez tout contrôler de manière ultra précise. Par couple, bobinement, ou électrostatique, qui sont les choses les moins bruyantes que vous puissiez imaginer, puisque toute l'action va se faire à distance. Au final, on arrive à contrôler nos longueurs à mieux que 10-10 mètres et l'alignement des miroirs à mieux que le nanoradian. Je vous laisse calculer combien ça fait si vous mettez à 1 mètre, de combien ça bouge, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas grand-chose. Alors en termes de sensibilité, qu'est-ce qu'on obtient à la fin? Ça c'était pour la première génération d'instruments. À basse fréquence, je vais être limité par le bruit sismique. Vous voyez qu'en bleu, vous avez LIGO. Donc là, excusez-moi, c'est la sensibilité en termes de H en fonction de la fréquence de ce que je vais regarder. À basse fréquence, vous allez avoir le bruit sismique. Le Virgo et LIGO avaient fait au début un choix différent de suspension et on voit clairement que les suspensions de Virgo étaient meilleures à ce moment-là. C'était un pari qui avait été fait. À plus haute fréquence, dans cette zone-là, vous allez être limité par ce qu'on appelle le bruit thermique, ce que je vous disais tout à l'heure, l'agitation thermique, qui va pouvoir exciter différents modes, que ce soit la surface du miroir, l'ensemble de votre pendule, ou juste le fil de suspension. Donc ça, c'est ce qu'on a ici. Les fils de suspension, vous les voyez ici, c'est tous les pics là. Et ça, c'est le mode fondamental du miroir que vous allez exciter. Et donc, le fond que vous avez ici à haute fréquence, c'est l'erreur sur le nombre de photons que vous allez avoir en sortie de mesure. J'ai quelques photons qui vont sortir quand j'ai l'onde gravitationnelle qui passe. Vous faites forcément une erreur quantique sur la mesure du nombre de photons. Et donc, c'est ce que vous voyez ici.
Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, je vous ai dit, hein, la première génération, on va dire, on a eu 1990, il a fallu quelques années pour les créer, et on est arrivé aux sensibilités nominales, que vous avez ici en noir pour Virgo, à la fin des années 2000. Donc il a fallu 20 ans entre la lettre d'intention envoyée aux agences de financement, sachant qu'elles nous ont financé quasiment tout de suite, et la création est arrivée à la sensibilité nominale de l'ordre, vous voyez, j'étais pour Virgo de l'ordre de quelques 10-22. Donc là, le premier run était en 2003, le dernier run, qui est ici, était en 2009. Alors, ça n'a pas été perdu, parce qu'en fait, quand la nouvelle génération d'instruments LIGO est arrivée, en 5 mois simplement, donc là avant il aurait fallu 10 ans, là en 5 mois, ils avaient battu cette sensibilité. On a vraiment maintenant une connaissance précise de ces instruments, et vous voyez ici, ça c'était la dernière courbe de LIGO, et 5 mois après qu'ils ont rallumé l'instrument, ils étaient déjà là. Pour arriver ici, au final, ils visaient à peu près ça, ils sont un peu moins bons, je vais vous remontrer ça après. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été apprises. Alors maintenant, juste pour vous donner quelques chiffres, hein, en nombre de collaborateurs, je vous ai dit tout à l'heure à peu près 1000 auteurs, un peu plus de 1000 auteurs, c'est 250 pour Virgo, 750 pour LIGO. Un miroir, ça vaut à peu près 400 000 euros. Là, un laser, c'est de l'ordre plutôt de 2 millions. Une suspension, on est sur le demi-million. Le prix total, juste pour créer Advanced Virgo, ça a été 22 millions pour l'Europe, sachant qu'il n'y avait rien en infrastructure à payer. Le coût est de l'ordre plutôt de 10 millions par an et par site. Et la chose, c'est qu'on a un canal de physique sur lequel vous voyez les ondes gravitationnelles, c'est ce qu'on appelle la frange noire. Par contre, on a 100 000 canaux à côté pour essayer de comprendre ce que vous voyez dans le canal. Et donc, il faut stocker. Donc, on a à peu près 410 téraoctets de données à stocker par an et par site. Alors, parlons un peu d'analyse de données, justement. Ça me permettra d'introduire l'événement qu'on a vu. Donc, en fait, vous avez plusieurs manières de faire de l'analyse de données. Donc, ce que vous avez, c'est vous avez la série temporelle au niveau de la frange noire. Et là-dedans, vous allez essayer de chercher un événement d'onde gravitationnelle. Donc vous pouvez tenir compte ou de la nature de l'objet astrophysique, je vais revenir là-dessus après, et vous allez pouvoir changer l'analyse. Je veux juste vous donner une idée, c'est que le taux d'événement qu'on a en sortie d'analyse, quelle que soit l'analyse que vous faites, vous êtes à peu près de l'ordre de 1 Hz. Et vous attendez au mieux un événement tous les quelques mois. Donc on a un rapport quand même 1 sur 10 milliards, excusez-moi, à sortir. Et après, il faut essayer de reconstruire les caractéristiques de l'événement. Donc juste pour vous donner une idée, ça ce serait... Là ce que vous avez c'est le bruit en sortie de l'instrument en rouge, et l'événement que vous cherchez c'est là-dedans. Ça c'est ce que j'appelle un événement, il se voit comme le nez au milieu de la figure pour nous. Juste pour vous donner aussi une idée, vous voyez il est quand même bien caché là-dedans, mais si vous regardez dans le plan temps-fréquence, donc je fais de la FFT de ces données par petits bouts, et c'est ce que vous avez tracé ici, vous voyez l'événement ici, il est quand même visible. Mais ça c'est vraiment à côté de chez nous. Et ce serait un rapport signal sur bruit très très fort. L'autre problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de déclenchement. On ne sait pas quand une onde gravitationnelle va arriver, à l'inverse de la physique des particules, où ils savent quand ils font leur collision. Nous, on ne sait pas. On doit être en attente en permanence, 24 heures sur 24, le plus longtemps possible. Et on va avoir des rapports signal sur bruit, comme je vous dis, très très faibles. Après, n'importe quel problème va vous simuler une onde gravitationnelle. Là, pour vous donner une idée, voilà ce qu'on voyait, le même plan temps-fréquence de ce qu'on a vu une fois sur la frange noire. Et en fait, on avait un problème de saturation sur un courant qu'on envoyait à une bobine. Ça faisait juste bouger un tout petit peu trop le miroir, et voilà ce qu'on voyait sur la frange noire. D'où les 100 000 canaux que vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe sur l'instrument et autour de l'instrument en permanence. Alors, on utilise aussi plusieurs détecteurs. Je vous ai dit, on a au moins 3 détecteurs quasi en fonctionnement. Ça nous permet, de faire une meilleure discrimination entre événements, parce que la probabilité que vous ayez le même événement instrumental ou environnemental en même temps partout sur la Terre est très faible. Et environnemental, on les connaît, donc on sait les monitorer autrement. L'autre problème, c'est que votre instrument, en fait, n'est pas directionnel. Ce n'est pas un télescope. Vous n'allez pas pointer une zone du ciel, vous allez regarder le ciel en permanence. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme d'antenne de l'interféromètre. Vous êtes très sensible quand votre onde gravitationnelle va arriver au-dessus de votre instrument. C'est là où vous allez faire la contraction maximum de l'espace-temps. Par contre, si par malheur, votre onde gravitationnelle arrive dans la bissectrice de votre instrument, vous allez contracter de la même manière les deux bras, donc vous n'allez rien voir. Puisque ce que je cherche, c'est un effet différentiel, c'est un interféromètre, je vous rappelle. Donc, avoir plusieurs instruments nous permet de voir différents aspects du ciel en même temps. Vous voyez ici, ça c'est le même diagramme ici, mais reporté sur le ciel, en coordonnées galactiques, un instant T donné. Vous voyez que les deux LIGO sont très très similaires en termes de diagramme d'antenne, quand Virgo est un peu différent. Donc ça permet de pouvoir avoir une bonne couverture du ciel en même temps.
L'autre chose, c'est que j'ai pas de trigger. Donc pour pouvoir reconstruire la position dans le ciel, et je n'ai pas de direction, enfin je ne sais pas d'où ça vient quand j'ai un seul instrument, j'ai besoin de plusieurs instruments, et je vais regarder combien de temps on met l'onde gravitationnelle pour passer d'un instrument à l'autre. Et ça va vous permettre, par temps de vol, de reconstruire la direction. Donc avec 2 détecteurs, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un anneau dans le ciel, une direction, c'est-à-dire que vous avez la même probabilité que dans cette direction, vous allez avoir le même delta T entre les deux instruments. 3 détecteurs, vous allez avoir plus que 2 points dans le ciel. Au-delà de 3, vous avez une détermination non ambiguë de la position et vous allez pouvoir commencer à faire vraiment d'astrophysique. Alors, j'en arrive maintenant à ce qui s'est passé en fin d'année dernière. Donc, je vous ai dit, en quelques mois, ils ont réussi à battre la sensibilité de ce qu'ils avaient avant. Donc, au mois de septembre, ils étaient prêts. On avait une sensibilité suffisante pour se dire on va faire un premier run, c'est-à-dire une première acquisition de données pendant quelques mois et essayer de chercher les ondes gravitationnelles. Alors, on avait ce qu'on appelle un horizon pour des binaires d'étoiles à neutrons de l'ordre de 70 ou 80 mégaparsecs. Ça veut dire qu'on était 3 ou 4 fois plus sensible en termes de distance que le LIGO initial. Alors, depuis tout à l'heure, je vous parle d'amplitude d'onde gravitationnelle. En fait, ces instruments, comme je vous ai dit, sont sensibles à l'amplitude de l'onde. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas sensible à l'énergie, mais vraiment à l'amplitude. Donc, si je gagne un facteur 10 en sensibilité, je vais gagner un facteur 1000 en volume. Je vais en D puissance cube directement en termes de volume et donc en nombre d'événements qu'on peut observer. Donc là, le fait que j'avais 3 ou 4 en termes de sensibilité, c'était 30 ou 60 fois plus important. Juste pour avoir les courbes de sensibilité, donc la même que ce que je vous donnais tout à l'heure. Donc là, c'est le fameux H, delta L sur L en fonction de la fréquence. Et vous voyez ici, ça c'était le dernier run scientifique de LIGO, et ça c'était la sensibilité qu'on avait avec un gain énorme à basse fréquence par rapport à l'acquisition précédente, et voilà comment on espère évoluer aussi dans le futur. Alors, voilà ce qu'on a vu le 14 septembre. Je vous remonte ma carte temps-fréquence toujours. On a vu cet objet à 10h51 UTC, ça a été détecté, donc ça vous voyez c'est une forme très spéciale, c'est-à-dire que je vais avoir, l'objet va monter en fréquence et j'ai de plus en plus d'énergie en fonction que je monte dans la fréquence. Cet événement, en fait, donc excusez-moi, ça c'est Hanford, ça c'est Livingstone. L'événement a été détecté en ligne moins de 3 minutes après qu'il soit arrivé dans le détecteur. On a fait un gain énorme aussi pour essayer de comprendre au mieux ce qui se passait en sortie de notre détecteur. Dans l'heure, la personne qui suivait l'analyse en ligne s'est rendu compte de ce qu'on voyait, que c'était un événement qu'on n'avait jamais vu avant dans nos précédentes données, sauf quand on injectait nous-mêmes un signal dans notre interféromètre. Donc là, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est? Donc là, les gens ont commencé à s'exciter, mon nombre de mails a explosé, je suis passé à 400 mails par jour. Et donc tout de suite, les gens, donc dans l'heure qui a suivi, les gens ont commencé à faire toutes les analyses autour. On a eu la première estimation des paramètres de cet objet qui était donc une coalescence de trous noirs dans les 2 heures. Et on a fait l'envoi d'une alerte à des astronomes partenaires. On avait un certain nombre d'accords avec 60 partenaires avec des observatoires astronomiques pour essayer de suivre l'événement. Le temps qu'on se convainque qu'il n'y avait pas de problème, qu'on savait ce qu'on faisait, il nous a fallu 44 heures. Ça a été un moment assez impressionnant à vivre, ça je peux vous le dire. Alors, ce qu'ont fait les collaborations, c'est qu'on a décidé de faire tout ce qu'on pouvait pour dire d'avoir toutes les informations sur l'événement. La première, c'est surtout ne modifiez pas le détecteur. On a besoin qu'il reste pendant une longue période de temps dans le même état, de telle manière à ce qu'on puisse comprendre le bruit de fond et est-ce que cet événement est signifiant ou pas. C'est ce qu'on a fait. Donc pendant un mois, quasiment, on n'a pas touché le détecteur, ou simplement juste pour le remettre en route. Donc ici, vous avez l'horizon au cours du temps. Vous voyez que vous avez des zones de temps qui sont un peu vides, qui est les temps où on avait du mal à remettre l'instrument en route, parce qu'il y avait trop de bruit sismique, ce genre de choses. Et en fait, ça, c'est vous voyez, on a rallumé, on a commencé à prendre des données correctes, je vous ai dit début septembre. On a eu un peu de chance. Hein. C'est arrivé quelques jours en fait après, 2 jours après, réellement. On est décidé d'avoir un instrument suffisamment stable pour prendre des données. 2 jours après, on avait cet événement qui est apparu dans une acquisition de contrôle de quelques heures simplement. La nature parfois est vraiment bien faite, ça je peux vous le dire. Donc, on a regardé, en fait, je vous ai dit 100 000, là, en fait, ils ont utilisé vraiment tous les canaux qui étaient disponibles, donc c'est en fait, au total, c'est 200 000. On a tout regardé, des sismomètres, des magnétomètres, essayer de comprendre tout ce qui pouvait se passer. On a vérifié également que personne n'avait pu
de lui-même injecter ce faux signal dont je vous ai dit, puisqu'avant on n'avait détecté que des faux signaux qu'on injectait nous-mêmes, donc on s'est dit, est-ce que quelqu'un ne nous aime pas et aurait pu, de manière sans qu'on s'en rende compte, le faire? Tout a été testé, il est impossible, à moins d'avoir une connaissance phénoménale de cet instrument, de réussir à le faire à ce point-là. Et on a vérifié également, grâce au fait qu'on n'ait pas touché l'instrument pendant plusieurs semaines, pour vérifier que les instruments étaient stables et corrects sur une longue période de temps. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pour le type d'objet qu'on a vu, voilà l'horizon, donc la distance maximale jusqu'à laquelle on pouvait détecter, et voilà la distance de l'événement qu'on a pu reconstruire. Vous voyez, on est largement, on est très très loin de la limite de sensibilité de nos instruments pour cet événement-là. Alors, plusieurs analyses ont été faites. Donc la première, c'est quand vous avez la connaissance de deux objets, vous pouvez, on a la possibilité, je vous ai dit au début, de reconstruire la forme d'onde à laquelle on s'attend. Ce qu'on a fait. Donc en fait, on est capable après, dans un plan de masse du premier objet sur masse du deuxième objet, c'est la connaissance de deux objets, on met des calques, c'est-à-dire les formes d'onde auxquelles on s'attend, et on va essayer de vérifier si les données recouvrent ce calque. Donc on avait des analyses qui tournaient avec 200 000 calques. Vous avez ici, chaque point représente un calque dans le plan des masses. Et voilà la sortie de l'analyse. Donc là, ce que vous avez en noir, c'est ce qu'on appelle l'estimation du bruit de fond, c'est-à-dire que ces instruments étant tellement complexes qu'on n'arrive pas à les simuler, donc comment on fait? En physique, c'est quelque chose qui est connu. Quand vous avez des instruments, vous ne savez pas les simuler, bah vous décalez en temps les sorties de vos instruments pour simuler du bruit de fond. On l'a fait jusqu'à faire 600 000 années de bruit de fond simulé. Donc on a fait, vous avez 16 jours de données en double coïncidence entre les instruments. On a fait des décalages de 0,1 seconde. Et ça pour arriver jusqu'à 600 000 années simulées. Et donc en noir, voilà le bruit de fond. Et alors maintenant, quand vous regardez les données, vous remettez l'instrument en temps correct, les deux instruments en temps correct, c'est les carrés orange. Et voilà l'événement qu'on a vu, que je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez qu'il est largement au-delà du bruit de fond. Il n'y a rien qui est en dessous. Si vous prenez ici l'événement du bruit de fond de plus haut, de plus haut SNR, ça vous fait un événement tous les 200 000 ans. Ça veut dire que c'est une probabilité qui est inférieure à 2-10-7, c'est-à-dire au-delà de 5 sigma, qui est ce qu'en physique, on aime bien dire, la probabilité que ce soit quelque chose de faux est tellement faible que là, on peut dire oui, on a vu quelque chose et on en est sûr. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, on a une deuxième analyse. Je vous ai dit, là, on a une analyse qui est basée sur une forme d'onde. On s'est dit, on va faire aussi une analyse où on ne tient pas compte de la forme d'onde, on va juste chercher un excès dans le plan temps-fréquence par rapport au bruit de fond. Voilà ce que vous avez, donc avec différentes contraintes possibles. Ce qui va m'intéresser, c'est ici, c'est celle qui est aussi en noir, qui est en fait, vous cherchez un excès dans le plan temps-fréquence qui va monter, en fonction du temps, la fréquence va monter, qui est typiquement ce qu'on cherchait là pour les coefficients de trous noirs. Voilà ce que vous avez, c'est toujours le même événement, qui est le plus haut, et le plus signifiant, là, qui est au-delà au moins de 4 sigma. Alors, voilà ce qu'on a vu en termes directement sortis du détecteur, enfin légèrement filtré juste pour que le signal soit un peu plus visible. Donc ici dans H1, et là ce que vous avez c'est dans L1, et j'ai juste en rouge ces données-là que vous avez juste décalées en temps pour qu'elles se superposent. Vous voyez que la superposition est assez jolie entre les deux. Ça, c'est la forme d'onde que nous donne la réalité numérique en fonction du calque ici qui a déclenché ici. Vous donnez la forme d'onde que vous donne le numérique, et là c'est mon fameux temps-fréquence. Alors ici, ce que vous avez, c'est les résidus, c'est-à-dire que voilà ce que vous dit la réalité générale, vous devez avoir ça, vous enlevez ça des données, vous refaites tourner votre analyse, et voilà ce que vous voyez. Si vous enlevez l'événement, on n'a plus rien. Donc entre guillemets, pour nous, c'était juste pour vérifier que l'analyse avait fonctionné de manière correcte. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement, puisque je pense que j'arrive vers la fin. La distance à laquelle, ça c'est tous les paramètres qu'on a pu reconstruire sur cet événement. La distance est de l'ordre de 400 mégaparsecs, mais vous voyez, on a une erreur assez grande. Les masses des objets, donc des deux premiers objets, je vous ai dit, c'est entre 29 et 36, donc voilà les marges d'erreur qu'on a. Et le trou noir ici, au final, est de l'ordre de 60. Alors, ce qui veut dire que, en fait, on a une durée d'événement qui est de l'ordre de 200 millisecondes, et que, en fait, si vous faites le calcul entre les deux, sur les trucs les plus probables, excusez-moi, l'énergie qui a été émise
En 200 millisecondes, c'est 3 masses solaires. Vous avez 3 masses solaires qui ont disparu en 200 millisecondes. Si vous prenez l'ensemble des galaxies, de l'émission de l'ensemble des galaxies qu'on connaît aujourd'hui dans l'univers, c'est un facteur 100 en dessous de ça, à un instant T donné. C'est l'événement le plus énergétique qu'on ait jamais observé dans l'univers. La carte, alors je suis désolé s'il fait un peu trop clair pour la voir, mais en fait on avait à peu près 600 degrés carrés, donc j'ai que 2 détecteurs, hein, c'est le problème. Donc pour faire de l'astrophysique, c'est pas encore le maximum de ce qu'on pourra faire. Et l'autre chose qui nous intéressait, c'est est-ce que la relativité générale, est-ce qu'on peut tester la relativité générale? La réponse est oui, grâce à surtout avec un signal aussi fort. Tous les tests qu'on a pu faire, la relativité générale les passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé d'extension, comment dire, si on teste des théories qui étendent la relativité générale et on ne met que des contraintes sur les paramètres. On n'arrive pas à voir une déviation par rapport à la relativité générale, ce qui est quelque chose de très important. Donc je reviens sur les principaux résultats. C'est la première fois qu'on détecte un événement astrophysique sous forme d'onde gravitationnelle. C'est la première détection directe d'un couple de trous noirs, ce qu'on n'avait jamais observé avant. Ce qui va poser problème aux astrophysiciens, c'est que les trous noirs de plus de 15 masses solaires ou inférieurs à 1000 masses solaires existent. Ils ont un problème, ils n'arrivent pas à les produire en simulation. Maintenant, ils vont devoir le faire. Ils avaient essayé d'oublier un peu le problème. On a observé la coalescence de 2 trous noirs, pour la première fois aussi. On a pu effectuer des tests de la relativité générale en champ fort, ce qui était pour une première, on n'avait jamais pu le faire avant. Et on a vu la formation de trous noirs. Alors, comment ça va évoluer dans les quelques années? C'est que Virgo est en cours d'installation, ça devrait être prêt avant la fin de cette année, donc on va pouvoir en fait améliorer la localisation. Au lieu de passer d'être à 600 degrés carrés, on va plutôt être lors de quelques dizaines de degrés carrés. On aura une meilleure contrainte sur les formes d'ondes, puisqu'on va avoir un 3e instrument, et on aura une couverture complète du ciel. Voilà l'évolution de sensibilité des instruments. Donc LIGO était à peu près là, et voilà comment ça va évoluer vers le temps. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de marge en termes de sensibilité, et donc en termes de retour scientifique. Alors, juste pour terminer là-dessus, oui, on a ouvert maintenant un nouveau champ de recherche, mais que pour ça, il faut travailler à la croisée d'un grand nombre de domaines. Tout d'abord, la relativité générale. On est sur des objets compacts, de la gravitation en champ fort. De la cosmologie, est-ce qu'on va pouvoir commencer à faire ça avec ce nouveau messager? Au niveau astrophysique, on vient de faire la première détection d'un trou noir de manière directe, donc il y a des choses qui vont arriver. On espère détecter des étoiles à neutrons et donc avoir des contraintes sur la matière nucléaire de ces objets. Et au niveau détecteur, j'ai essayé de vous montrer que ce n'est pas des choses très simples à mettre au point, mais on y est arrivé. Il y a un besoin d'ingénierie qui est énorme dans ce genre de détecteur. Et c'est juste pour vous montrer qu'on est vraiment aux limites technologiques dans ce genre d'instrument à chaque fois. Voilà, merci bien.